Nous sommes en 2006. L'artiste qui va vendre le plus d'albums cette année-là est une femme. Elle s'appelle Diams et elle est en train de marquer toute une génération. Elle vit un succès immense, devient la rappeuse la plus populaire, le symbole et la porte-parole d'une jeunesse qui se reconnaît dans ses paroles, mais derrière ce succès se cache une femme extrêmement malheureuse, épuisée, perdue dans un tourbillon médiatique qui la dépasse au point que 5 ans plus tard, elle prend la décision radicale d'arrêter sa carrière. Pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut que je vous ramène dans les années 90, mais juste avant, vous le savez, j'adore vous faire voyager dans le passé avec mes vidéos, et juste avant qu'on continue, il faut que je vous parle du sponsor du jour qui est MyHeritage, qui m'a permis de voyager très loin dans le passé, et de découvrir des personnes dont j'ignorais totalement l'existence. Mes ancêtres. MyHeritage, c'est le site numéro 1 pour découvrir vos origines et créer votre arbre généalogique. Il y a déjà plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde et il dispose d'une gigantesque base de données avec plus de 36 milliards de documents historiques à portée de main. C'est énorme. Et en plus, c'est super simple de créer son arbre. Et j'ai juste renseigné ce que je savais de mes parents et de mes grands-parents. Plus tu es précis, plus c'est facile, mais même sans date de naissance, tu peux retrouver tes ancêtres. Et en quelques clics, ça m'a généré tout mon historique familial. Comme tout est connecté à cette gigantesque base de données, le site retrouve automatiquement des liens, des articles de journaux, des extraits de naissance, de décès, de mariage. Tu peux même voir quel métier exerçaient tes ancêtres, et avec l'outil découverte, tu peux tomber sur d'autres utilisateurs qui sont peut-être de ta famille. Grâce à MyHeritage, j'ai réussi à retracer ma famille jusqu'à 7 générations. Plus de 166 personnes, dont mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Radégonde. On ne juge pas ma mémé, c'était certainement un prénom très stylé dans les années 1800. Et à ma grande surprise, malgré notre forte ressemblance, je n'ai aucun lien de parenté avec Ed Sheeran, puisque mes aïeux ont décidé de ne jamais quitter la Bretagne. Voilà, Finistère, que du Finistère. On peut même aller encore plus loin, MyHeritage permet de coloriser, améliorer et même animer des photos anciennes. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à retracer toute l'histoire de ma famille, c'est super intuitif, c'est hyper simple d'utilisation. Si vous voulez essayer, vous avez 14 jours offerts pour tester toutes les fonctionnalités de MyHeritage avec mon lien qui est dispo en description, en commentaire épinglé et grâce au QR code que vous pouvez scanner juste ici. Merci encore à MyHeritage, passons à la suite de la vidéo. Nous sommes en 1999, Diams, de son vrai prénom Mélanie Georgiades, n'a que 18 ans et sa vie est déjà tout sauf banale. Elle est rappeuse et des taxis viennent la chercher à la sortie du lycée, pendant que ses camarades révisent pour le bac, elle s'apprête à sortir son tout premier album, Premier Mandat. Un premier projet qui est très ambitieux, on y retrouve le chanteur Vibe, le rappeur Driver, Mike Dara, la voix française de Whoopi Goldberg, et aussi 2 autres artistes américains. Et ce quotidien très peu ordinaire, elle le mène depuis son plus jeune âge. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a pas mal d'anecdotes qui sont assez folles. Son père est chypriote, sa mère est française, Mélanie est née à Nicosie, avant que ses parents ne s'installent à Paris quand elle a 2 ans. Mais quelques années plus tard, ils divorcent. Son père repart vivre en Grèce et sa mère va l'élever seule. C'est un petit détail qui aura beaucoup d'importance pour toute la suite de la vidéo. Et c'est là que commence la vie très peu banale de la jeune Mélanie parce que sa maman n'a pas un métier comme les autres. Elle est assistante du PDG de Sony Music. Et sans s'en rendre compte, la petite Mélanie va grandir dans le monde de la musique. Après l'école, elle va dans les bureaux de sa mère, il y a des stars qui vont l'aider à faire ses devoirs, il y en a d'autres qui viennent dîner à la maison, elle voit sur scène les Rolling Stones, George Michael, Tina Turner, Prince, et à seulement 8 ans, Mélanie monte pour la première fois sur scène, aux côtés de Michael Jackson. À l'époque, c'est bien évidemment le plus gros artiste de Sony Music et pendant ses concerts en France, il faisait monter des enfants sur scène avec lui. Mélanie va monter 3 fois sur scène avec lui, elle assistera à plus de 8 concerts de Michael Jackson, qui peut se vanter de ça aujourd'hui. Et c'est au début des années 90, pendant son adolescence, que Mélanie découvre le rap. C'est sa mère qui lui ramène des CD du boulot, elle en tombe immédiatement amoureuse, les textes, les messages, cette liberté de dire et d'écrire ce qu'on ressent, tout ça fait écho à ce qu'elle vit à l'intérieur. Son père travaille beaucoup, il ne parle pas la même langue, se voit à peine 2 ou 3 fois par an, jusqu'à ne plus se voir du tout. Cette absence, Mélanie va la vivre comme un abandon, le silence de son père lui pèse, et ce manque d'attention devient presque une obsession, une blessure qu'elle portera pendant des années, qui va peut-être être la plus grosse cause de son mal-être, et qui va nourrir sa colère, sa sensibilité, et plus tard, toute son écriture. Sa mère travaille beaucoup, alors Mélanie passe ses journées seule à ruminer, et peu à peu, la solitude la ronge, jusqu'à ce qu'un jour, comme un appel au secours, elle tente de mettre fin à ses jours. C'est sa passion pour l'écriture et le rap qui va lui donner un sens à sa vie. Elle se choisit alors un nom d'artiste, Diams, diminutif de diamant, symbole selon la légende de quelque chose qui ne peut être brisé que par un autre diamant. À seulement 15 ans, elle multiplie les déplacements à Paris pour participer à des open mic et se fait rapidement remarquer. Non seulement parce qu'il était très rare de voir une fille rapper à cette époque, mais aussi parce que elle a un caractère bien
bien trempé et très compétitif. Elle savait qu'en tant que femme dans un milieu d'hommes, il fallait qu'elle en fasse 2 fois plus. Et au fur et à mesure, elle rencontre d'autres jeunes rappeurs, comme le rappeur Yannick qui rencontrera un très gros succès populaire 5 ans plus tard, ou encore le rappeur Cynic avec qui elle se lie d'amitié et avec qui elle restera proche pendant de nombreuses années. Un soir, elle appelle la radio Génération qui proposait aux auditeurs de rapper un freestyle par téléphone. Son freestyle impressionne tout le monde, l'animateur la prend d'abord pour un garçon, mais quand elle lui révèle qu'elle est une fille, il est tellement surpris qu'il l'invite à venir rapper directement en studio la semaine suivante. Et c'est ainsi qu'elle est repérée. À 15 ans, Diams est convoquée par un producteur qui souhaite la faire rentrer dans un collectif très prometteur, la Mafia Tressée, qui sera considérée comme l'un des groupes les plus en vue du rap français à l'époque. Pendant plus d'1 an, Diams enchaîne les séances studio avec les 12 autres membres du groupe, leurs morceaux tournent en boucle à la radio, et alors qu'elle frôle enfin son rêve et semble être sur le point de réussir dans le rap, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la maman de Diams travaillait dans la musique et peut-être que certains d'entre vous vont penser que ça a pu donner quelques coups de pouce à Diams pour qu'elle puisse percer à son tour, mais pas du tout. Connaissant le milieu et ayant côtoyé de près le show business, elle ne voulait absolument pas que sa fille y mette les pieds. Elle savait à quel point ce monde pouvait être aussi fascinant que cruel et elle craignait que Mélanie, sa fille, se fasse écraser par des gros requins. Quand Diams doit signer ses premiers contrats pour sortir des albums avec son collectif, elle n'a que 15 ans, il lui fallait l'autorisation de sa mère. Celle-ci fait alors relire les contrats par des amis avocats spécialisés dans le droit de la musique et il lui conseille de ne surtout rien signer. En fait, ces contrats auraient engagé Diams pour 7 albums, soit une dizaine d'années minimum avec eux, et ça sans possibilité de se retirer. Diams était évidemment très déçue, comme tout jeune artiste, elle rêvait de signer et se disait que c'était son moment, mais sa mère a réussi à la convaincre que sur le long terme, ça aurait été une très mauvaise idée qu'elle se serait retrouvée bloquée. Ce choix la met rapidement en conflit avec les autres membres du groupe, tous pressés de sortir un album sans mesurer les conséquences long terme, et résultat, Diams est exclue du collectif. Elle est remplacée par une autre rappeuse et observe impuissante la réussite du collectif. Leur premier album cartonne et leur clip tourne en boucle à la télévision. Diams est dépitée, c'est son premier vrai échec, mais elle se laisse pas abattre. Avec l'expérience qu'elle a eue avec la Mafia Tressée, elle a gardé quelques contacts, et elle va continuer d'enregistrer des titres en studio, de faire des freestyles, et c'est donc à ce moment-là, en 1999, qu'un producteur la repère et lui propose de signer sur son label. On lui parle de grands succès, de grosses tournées, de disques d'or. Diams se dit ok, c'est maintenant, c'est mon moment, je vais réussir, et malgré tous les moyens mis en place, l'album va malheureusement se vendre à moins de 20 000 exemplaires. Ça me gêne quand dans le bus tu laisserais ta place à ma grand-mère, elle laisserait la mère de ma copine, avec tous ces sacs en galère. Tu sais ce qui me gêne, c'est que la couleur dérange. Mais toi t'es même plus blanc, non, tu viras l'orange. On en est quand même à sa deuxième grosse déception et Diams commence un peu à baisser les bras. Elle se dit qu'elle en fera pas son métier et elle décide de partir travailler dans un autre domaine, dans l'événementiel. Elle continue malgré tout de participer à divers projets, notamment des compilations. Elle participe en tout à une 40aine de featuring. Vous m'en voudrez pas que je les passe pas tous parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et c'est à ce moment-là que Kemar, l'animateur de la radio Génération qui lui avait donné sa première chance quelques années plus tôt, la contacte pour participer à une nouvelle compilation. Diams comprend que c'est sa dernière occasion pour montrer ce qu'elle vaut et elle va s'investir totalement dans ce projet. En studio, elle collabore avec le jeune producteur nantais Vincile. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément sa musique parce qu'il a percé quelques années après avec les groupes Hocus Pocus et Si Souci. Vincile lui fait écouter une prod au rythme un petit peu atypique et Diams elle a tellement envie de réussir qu'elle se dit ok, faut que je mette toutes mes cartouches dans ce morceau. Et ça va être un carton. Diamant qui met à la main, diamant qui pousse allemand, diamant qui pousse sagement, sagement. Même si le message manque dans ce passage, dans idiot, c'est passage, dans diamant c'est l'avantage, dans diamant quel saumon, diamant dans ta sono, diamant dans ta sono, diamant dans ta sono. Le titre Suzy provoque un engouement immense et crée un vrai buzz dans le rap français. C'est sa première chanson qui est diffusée à la radio, elle est encore inconnue du grand public et n'est pas invitée dans les médias, mais dans le milieu, tout le monde veut travailler avec elle. Vraiment tout le monde. Je vous ai dit, c'est une vidéo qui est remplie d'anecdotes un petit peu farfelues. Jamel Debbouze qui cartonne à l'époque avec la série, son one-man show et ses débuts au cinéma avec Amélie Poulain et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est donc le Jamel des années 2000 qui est en train de tout cartonner, et bah il est super fan de Diams. Diams qui, je le rappelle, à ce moment-là n'est personne, elle est pas du tout connue. Et en entendant sa musique, il la contacte et lui dit « Je veux produire ton deuxième album ». Bon, petit souci, il a jamais fait ça. Mais c'est pas grave, il a beaucoup de contacts et surtout beaucoup de moyens. Il veut faire un énorme truc à l'américaine et dans le même temps, Diams reçoit une autre proposition intéressante. La maison de disques EMI veut aussi produire son deuxième album. Elle a 21 ans, elle a des très grosses propositions et elle sait aussi que c'est sa dernière chance. Son premier album n'a pas marché et elle veut prendre aucun risque. Pour ce deuxième album qui devait s'appeler 1980, son année de naissance,
Elle parle de sujets plus profonds, et si le premier album était surtout dans l'ego trip, ce deuxième projet va aborder pour la première fois des sujets personnels. Elle évoque son père et sa mère, dénonce la violence faite aux femmes, et il y a des titres qui expriment beaucoup son mal-être. Elle choisit donc la sûreté, et face à un Jamel Debbouze qui n'y connaissait pas grand chose dans la musique, elle préfère travailler avec la maison de disques EMI. Un premier titre de cet album est diffusé sur Skyrock et commence à connaître un vrai carton. Parallèlement, elle se lie quand même d'amitié avec Jamel qui lui présente de nombreux contacts et qui l'emmène même à Los Angeles où elle rencontre Snoop Dogg, parce que oui, Jamel a enregistré un feat avec Snoop Dogg pour le film Astérix Mission Cléopâtre. Je vous l'avais dit, beaucoup d'anecdotes farfelues. Sauf que, à son retour en France, il va y avoir beaucoup de changements qui vont bouleverser la suite de sa carrière. Nous sommes maintenant en 2001, les ventes de CD s'effondrent à cause du téléchargement illégal et la maison de disques EMI fusionne avec Virgin pour réduire les coûts. L'équipe qui devait travailler avec Diams sur son deuxième album est virée, et c'est une toute nouvelle équipe qui prend le relais, dirigée par un nom très connu dans le milieu du rap français, Benjamin Schulvanich. Cet homme est très célèbre pour avoir propulsé de nombreux artistes sur le devant de la scène, mais il a aussi la réputation d'être impitoyable. Pour lui, le business passe avant tout. C'est un producteur, donc son objectif est de vendre des disques, et son souhait est de rendre le rap français plus populaire et le faire entrer dans les grandes surfaces et à la télé. Cette approche très commerciale ne plaît pas du tout à de nombreux rappeurs qui n'ont pas hésité à le citer dans pas mal de chansons, et qui voient en lui quelqu'un prêt à sacrifier l'art et la passion pour les chiffres et l'argent. Quelques années plus tôt, il avait refusé de signer Diams sur son label qu'il a fondé, Hostile Records, estimant qu'il n'y avait pas de hit sur son projet. Cette fois, vu qu'il devait travailler avec elle, et qu'il était aussi convaincu par son potentiel, il la signe mais impose de refaire une bonne partie de l'album. Il réinvestit 100 000 € dans le projet, 1980 devient Brut de femme, sa production est refaite de A à Z, et l'image de Diams est complètement relookée. Fini le look de garçon manqué et les jogging, Diams est désormais maquillé, avec des créoles et des vêtements plus près du corps pour rendre sa musique accessible à tout le monde, et surtout toucher un public féminin plus large, notamment les ados et les jeunes femmes, et viser au-delà du public masculin traditionnel du rap. Côté musique, l'album devient plus populaire avec des productions de Tefa et Masta, qui resteront les producteurs principaux de Diams jusqu'à la fin de sa carrière. Benjamin Schulvanich veut des titres qui se vendent facilement et qui, je cite, feront danser les campings. Cette phrase, elle me bute. Bon, en gros, vous l'avez compris, c'est pas un album qui est destiné pour un public rap, c'est un album qui est destiné pour toute la France. Et c'est ainsi que le premier single de l'album devient un hit immédiat. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. On est sur un très gros succès avec ce premier titre, et d'ailleurs pour la petite anecdote, on peut apercevoir Nawel Madani dans ce clip. Avant qu'elle ne devienne humoriste et high kickeuse d'enfants, elle était danseuse. Le deuxième album de Diams, Brut de femme, sort en 2003 et il est rempli de super titres. Pour la première fois, elle y aborde ses questionnements et ses doutes avec des paroles sincères et intenses. Elle y fait aussi ses premiers piano-voix qui vont devenir sa marque de fabrique dans sa musique. Sorti d'où? Toi et tes valeurs, t'avais mis où mon mal-être, mes mots, mon mal et mes malheurs? Des gestes lents, guise de langage, un zeste de langue, et je restais là sans languir de nos voyages. Et elle parle aussi pour la première fois de ses souffrances personnelles. Au fait, c'est ta fille, tu sais Mélanie, que t'as laissé en France il y a 18 ans quand t'es parti. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi de me douter que sur moi il lèverait la main. C'est très important de souligner que Diams n'avait absolument pas anticipé ce succès. Après l'échec de son premier album, elle s'était conditionnée à penser que ça allait foirer. Et elle n'a pas du tout senti arriver la tornade. Elle ne mesurait pas du tout que du jour au lendemain, elle allait être propulsée dans le monde du show business. Le budget promotionnel était énorme, ses titres passaient en boucle à la télévision et à la radio, elle enchaînait les concerts et au fil des mois, elle perdait complètement son anonymat. Le fait d'avoir un titre qui la rend accessible au grand public lui vaudra aussi beaucoup de critiques dans le milieu du rap. On l'accuse d'avoir pactisé avec l'industrie, de s'être adapté pour plaire au grand public, ce qui est très mal vu dans ce milieu, mais malgré tout, le résultat est incontestable. Pour la première fois, elle est invitée sur les plateaux télé, elle fait une tournée mondiale et elle devient extrêmement populaire, notamment auprès des adolescentes. Elle se transforme en une sorte de grande sœur et de modèle pour toute une génération de jeunes filles et de jeunes femmes, en abordant des thèmes universels et très importants. La perte de contact avec son père, la violence conjugale, le sentiment de perdition. Diams devient une influence majeure sans qu'elle n'en prenne vraiment conscience. Son but initial n'était que d'écrire pour soulager sa peine, et elle était très loin d'imaginer que ses mots atteindraient autant de monde. Diams devient progressivement une icône féministe et engagée,
souvent malgré elle. Le simple fait d'être une femme dans le milieu très masculin du rap suffit aux médias pour la présenter comme une figure du féminisme. Ses textes abordent des thèmes sensibles et sociaux comme la violence conjugale. Elle raconte que son ancien petit ami la battait et la séquestrait lorsqu'elle avait 17 ans, et touchée par son histoire, des centaines de jeunes filles lui écrivent pour la remercier de parler de ce sujet. Elle s'engage alors aux côtés d'Amnesty International pour sensibiliser le public à cette cause, et son engagement s'étend également à la politique, ce qui va lui attirer beaucoup de critiques et en déranger plus d'un. Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Une année plus tôt, en 2002, la France avait vécu un véritable choc politique. Pour la première fois, l'extrême droite s'était hissée au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen, pourtant loin d'être favori, s'était retrouvé face à Jacques Chirac. Une surprise totale. Partout dans le pays, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues pour manifester. Et un soir de 2003, Diams, engagé depuis toujours contre l'extrême droite, voit pour la première fois la fille de Jean-Marie Le Pen passer à la télé lors d'un débat politique. Elle décide alors d'écrire un texte qui lui est destiné. Et très naïvement, elle n'imaginait pas un seul instant que cette chanson atterrirait dans les oreilles de la principale concernée. Oh, Marie, c'est faux, on pourrait parfaitement être amis. Je suis pas sûr qu'elle ait envie, Diams. Ce morceau va faire beaucoup de bruit et, dans le même temps, valider la carrière de Diams auprès du grand public. Jusque-là, elle n'était connue par le grand public que pour son tube de l'été, et les gens vont très vite découvrir qu'elle peut aussi avoir des textes qui sont très profonds. Et petit à petit, elle va s'intéresser de plus en plus à la politique, comme n'importe quel autre citoyen français, sans avoir pleinement conscience de l'impact qu'elle avait. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, elle va réitérer avec un autre titre, qui sera peut-être l'un des plus connus de sa carrière, au message politique qui va renforcer son image de porte-parole de la jeunesse. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Elle intégrera dans les CD de son troisième album des messages pour inciter ses auditeurs à aller voter lors des élections présidentielles de 2007. En 2006, on l'invite sur le plateau du Grand Journal en pleine campagne présidentielle Sarkozy-Ségolène Royal. Alors déjà, elle fait danser Ségolène avec sa musique, mais le plus gros souci, ça va être cette phrase qu'elle va dire. Plus ça va, et puis je me dis, ce serait quand même vachement chouette que ce soit où. Cette simple phrase, ajoutée à toutes les piques contre Sarkozy qu'elle mettait dans ses chansons, a déclenché un vrai tourbillon médiatique. Le public la prend pour une partisane du PS, et c'est à ce moment-là que Diams réalise que ses paroles, même involontaires, ont un impact énorme. C'est à ce moment-là qu'elle prend conscience qu'elle devient, un peu malgré elle, une des personnalités les plus connues de France. Après avoir écrit le premier single d'une toute nouvelle artiste qui vient juste de sortir de la Nouvelle Star, Diams se lance dans la préparation de son deuxième album qui s'apprête à dominer l'année 2006. Le producteur Benjamin Schulvanich voulait en faire une véritable pop star, une rappeuse qui était capable de toucher tous les Français et de passer sur toutes les radios et sur TF1. 800 000 ventes, disque de diamant. L'album Dans ma bulle propulse Diams devant le grand public et fait d'elle la personnalité préférée des enfants et surtout la femme qui vend le plus de disques pendant l'année 2006. L'album est rempli de hits qui ont marqué les années 2000. Il contient aussi beaucoup de titres introspectifs où Diams se livre sur des moments très intimes de sa vie. Elle y évoque sa tentative de suicide à 15 ans. Ces deux titres politiques font aussi partie de l'album, mais aussi des morceaux qui étaient beaucoup moins formatés pour la radio. Le titre Confession nocturne, écrit avec sa meilleure amie Vita, va être un énorme succès qui perdure encore en 2025. Vita, qui peinait à se faire signer, doit beaucoup à Diams. Non seulement ce titre va la faire connaître au grand public, mais Diams, qui avait été nommée directrice artistique du label Motown, va en profiter pour signer sa meilleure amie qui se faisait refuser de tout le monde. Vita lui doit donc son début de carrière et devient aussi une des personnes les plus importantes de la vie de Diams. Et elle me dit, c'est pas possible en fait, elle écoute l'album, elle écoute Pourquoi les hommes, je m'en rappelle, elle me dit, t'as une plume, t'as une voix, elle me dit, en fait, tu verras, ça faut être patiente.
On va y arriver et si on n'y arrive pas, c'est moi qui vais enfoncer les portes. Et elle va accepter plus tard la direction artistique du label Motown France pour me signer. Et elle va dire à Pascal Nègre, si j'accepte, c'est Vita la première artiste qu'on signe. Sinon, je le fais pas. C'est ça l'histoire de Motown. La pression que j'avais, je t'explique même pas. Et pour continuer sur l'anecdote, Diams a aussi signé un autre artiste, Ben l'Oncle Soul. Je vous l'ai dit, cette vidéo est remplie d'anecdotes. Diams, elle a eu 1000 vies. Suite à l'énorme succès de l'album Dans ma bulle, Diams est au sommet de sa carrière. Elle enchaîne les concerts et touche des millions de personnes avec ses textes, mais derrière cette réussite se cache une artiste extrêmement exigeante, parfois tyrannique dans le travail, très dure avec elle-même et surtout avec les autres. Dans son livre autobiographique, elle reconnaît que ses sautes d'humeur et son comportement égoïste ont rendu la vie de ses collaborateurs très compliquée. La pression, le stress, la jalousie d'autres artistes et les critiques de professionnels qui ne voyaient en elle qu'un produit marketing viennent s'ajouter à ses traumatismes et son mal-être qu'elle traîne depuis très longtemps. Et petit à petit, Diams va se faire absorber par le monde du show business, voire même prendre la grosse tête, et tous ces comportements l'ont éloigné de beaucoup de personnes. Alors qu'ils étaient amis depuis de nombreuses années et qu'ils préparaient un projet d'album en commun, qui devait sortir en 2008, le rappeur Cynic et Diams vont perdre contact petit à petit, et cet album ne verra jamais le jour. Ça me vexe à ce moment-là, et c'est là où je comprends qu'elle a été rattrapée par le système, en fait. Tu vois, c'est pas réellement elle, c'est les choses qui ont été mises en place autour d'elle, c'est un fonctionnement, c'est un côté où on met l'artiste tout en haut et tout le monde veut la protéger, ceci, cela. Ça marche avec les gens qui sont extérieurs. Pour moi, ça peut pas marcher avec les gens que tu connais depuis le début. Le comportement de Diams, ajouté à son producteur qui refusera que ce projet se fasse, aura raison de leur amitié. Pour fuir son mal-être, Diams se réfugie dans le travail. Travailler lui permettait d'occuper son esprit et de masquer des blessures profondes qu'elle refusait de regarder en face. Mais dès qu'elle ralentissait, la solitude et l'angoisse revenaient. Elle avait tout, elle avait l'argent, elle avait le succès, la reconnaissance, la célébrité, mais elle était profondément malheureuse. La célébrité, loin de l'aider, amplifiait son mal-être. Et Mélanie, ça va? Je me pose pas trop la question. C'est vrai? Ouais, j'évite en fait parce que je sais que ça va pas aller. Et dans son livre, elle écrit: en courant après le succès, je pensais soigner mon cœur, rien n'y faisait. Je n'aurais jamais imaginé qu'au sommet de la montagne, on était aussi seul, qu'il y faisait aussi froid, et que les loups rôdaient. Elle garde quelques vrais amis dans ce milieu, comme Jamel Debbouze ou encore Vita, qui tentent désespérément de l'aider, mais son mal-être est trop intense. Elle s'enfonce dans les crises d'angoisse, puis dans une crise de folie où, un soir, elle détruit tout son appartement. Le 8 mars 2008, elle est en tête d'affiche des Victoires de la musique où elle interprète son titre « Ma France à moi ». Et à la fin de la prestation, elle s'effondre en larmes. Personne ne se doute de l'état dans lequel est la rappeuse, elle est rongée par une tristesse immense et veut crier au public d'arrêter de l'applaudir. Elle sort de scène avec une seule envie, en finir. Ce que personne ne sait non plus, c'est que 2 semaines plus tôt, elle venait à peine de sortir d'une clinique psychiatrique où elle avait séjourné pendant 1 mois. Et seulement 2 jours après sa prestation aux Victoires de la musique, elle y retourne. Elle est alors diagnostiquée bipolaire, mais ce diagnostic ne va pas l'aider à aller mieux. La descente continue, dépression, prise de médicaments et nouvelle tentative de suicide. Ses proches font tout pour la soutenir, mais Diams traverse une profonde dépression où elle perd complètement le goût de vivre. Et c'est durant des vacances avec sa meilleure amie Charlotte, donc Vita, que va se produire le premier électrochoc. Et Vita essaie de la secouer, de lui faire comprendre qu'elle doit reprendre sa vie en main, s'ouvrir aux autres et que cette carrière l'a littéralement détruite. Diams se rend compte à quel point elle n'est pas faite pour cette vie-là, qu'elle a couru après la célébrité en pensant que l'amour du public allait combler le vide qu'elle ressentait et panser ses plaies, mais ça n'a absolument pas été le cas. Et à ce moment-là, en silence, elle commence à élaborer un plan pour mettre doucement fin à sa carrière. À la fin de l'année 2008, elle part à l'île Maurice, une île qui est son refuge, et cette fois-ci elle y part avec un livre, le Coran. Diams a toujours été croyante, mais sans s'intéresser plus que ça à la religion. Et à ce stade de sa vie, elle se questionne de plus en plus et décide de s'intéresser plus sérieusement à l'islam. Pendant tout le séjour, elle lit, elle stabilote, elle prend des notes, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent un profond apaisement. L'islam lui apporte des valeurs qu'elle cherchait depuis toujours, un cadre, un sens, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue, et elle se fait une promesse. En rentrant en France, elle va reprendre sa vie en main. Elle changera de numéro, elle appellera ses proches un par un pour leur expliquer tout ce qu'elle a pu traverser ces dernières années et que désormais elle aspire à une vie meilleure. Elle ouvrira sa fondation humanitaire, Big Up Project, elle écrira à sa mère, elle recontactera son père et surtout, elle écrira son dernier album. Une fois en France, elle reprend une meilleure hygiène de vie et elle est beaucoup plus sereine dans la préparation de cet album parce qu'elle sait au fond d'elle que
c'est le dernier. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. Et après une année d'absence médiatique, elle prend plusieurs décisions radicales pour cette nouvelle année 2009. Aucune interview promotionnelle, seulement quelques passages télé pour interpréter ses singles. Elle refuse de parler aux médias. Tout le monde est un petit peu au courant dans le milieu qu'elle a été internée, c'est pas une surprise. Surtout que c'est aussi apparu dans les tabloïds parce qu'elle a à un moment donné été dans les locaux d'un certain magazine People pour tout péter. Donc tout le monde est au courant dans les médias qu'elle a eu un petit passage à vide, mais pour autant, elle n'a pas envie d'en débattre sur un plateau télé. Elle considère que c'est trop intime. Ce qui doit être su sera dans l'album. Les gens n'auront qu'à écouter ses titres pour comprendre pourquoi elle veut arrêter la musique. Les premiers singles sortent. Et pour ce quatrième album, elle va prendre aussi une autre décision, elle refuse de se servir de son image. Elle veut que pour une fois, on l'écoute et pas qu'on la regarde. Elle portera des vêtements plus couverts pour ses apparitions médiatiques, et enfin, elle prévoit, après la sortie de l'album, une conférence de presse pour annoncer tranquillement son retrait de la musique et mettre en lumière sa fondation humanitaire dans l'espoir que les médias s'y intéressent et en fassent la promotion. Et malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Autre chose, c'est Diams qui s'est converti et marié. Paris Match publie des clichés de la chanteuse voilée. Selon le magazine, Diams aurait choisi la religion pour trouver la paix intérieure. Le silence médiatique de Diams, combiné aux rumeurs sur sa conversion à l'islam, vont compliquer la sortie de cet album. Des articles commencent à circuler, affirmant qu'elle se serait convertie par désespoir ou qu'elle aurait été endoctrinée, mais pour l'instant, on est encore sur de la rumeur. Diams n'a bien évidemment jamais pris la parole sur ce sujet, jusqu'au jour où un énorme scandale éclate. Quelques semaines avant la sortie de son album, le magazine Paris Match publie un article de plusieurs pages avec en couverture des photos volées de Diams portant le voile aux côtés de son mari. Ces images, alors qu'elle n'avait jamais voulu en parler publiquement, sont diffusées dans toute la France. Et pire que ça, ces images atteignent même certains membres de sa famille qui n'étaient pas encore au courant de sa conversion. L'affaire prend rapidement une ampleur sociale et politique, les photos passent en boucle dans les journaux et aux informations, provoquant des débats sur le prétendu danger qu'elle représenterait pour la jeunesse. Diams, qui autrefois incarnait une génération par sa musique et ses combats, se retrouve désormais critiquée pour avoir trouvé la paix et le chemin de la spiritualité. Certains médias la jugent à tort, son voile serait en contradiction avec son engagement féministe, et tout le monde spécule sur le fait que son mari la force à porter ce voile. Pourtant, il ne s'agissait que d'un choix personnel et volontaire qui, je le répète, ne devait jamais être rendu public. Et je pense aussi que le fait qu'elle apparaisse dans un aussi gros magazine, ajouté au fait qu'on ne parlait que de ça, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris qu'en fait c'était des photos qui étaient volées. Qu'à aucun moment, en tant que rappeuse, elle comptait se montrer comme ça, c'est-à-dire apparaître voilée sur scène ou sur des plateaux télé. Là, on était vraiment dans sa vie privée. Elle voulait pas que ça se sache. Et petit à petit, on va utiliser son image sur les plateaux télé pour répondre au débat pour ou contre le port du voile en France. C'était des mois entiers où elle était le sujet principal, où elle a vraiment été utilisée pour répondre à cette question, et où tout le monde, même d'autres personnalités publiques qui n'étaient pas journalistes, se permettait de donner son avis. Diams, une des décisions qu'elle a prises juste avant la sortie de cet album, et juste avant aussi toute cette polémique, c'était de ne jamais parler aux médias. Elle ne voulait leur dire aucun mot. Et eux, pendant ce temps-là, ils en ont bien profité parce que ils ont fait les questions et les réponses eux-mêmes. Et comme ils pouvaient pas avoir d'interview de la principale intéressée, ils vont contacter tout son entourage. Vous comprenez malgré tout que les gens soient un peu surpris quand on voit Diams, quand on voit son changement. C'est-à-dire que c'était la fille quand même libérée, qui venait de banlieue, qui prenait le girl power, entre guillemets. Tout à coup, quand on la voit dans la rue avec le voile, etc., voilà, on se dit il y a peut-être une dichotomie entre les deux. Comment expliquer par rapport à Diams, moi j'ai pas envie d'alimenter la polémique parce que déjà la polémique elle vient d'une photo qui a été volée, moi c'est quelque chose que je condamne, donc j'ai pas envie d'alimenter ce truc là. À côté de ça, moi j'ai l'impression que parce que c'est ma culture, porter le voile n'est pas une soumission, mais ça ne regarde que moi et c'est mon avis. Moi ma grand-mère elle porte le voile, c'est une warrior, c'est une battante et ça l'a jamais empêché d'avancer dans sa vie. La pression est telle que ses équipes insistent pour qu'elle prenne la parole, qu'elle passe au journal de 20h pour apaiser les tensions, et Diams refuse. Elle considère qu'elle n'a pas à se justifier sur cet aspect de sa vie privée, et finit par se brouiller avec son équipe. Elle doit donc travailler avec d'autres personnes à la dernière minute,
et la promotion de cet album va être une vraie catastrophe. Certaines marques refusent de collaborer avec elle, certaines radios arrêtent de diffuser ses titres, et ça malgré la qualité de l'album qui est considéré comme le meilleur qu'elle ait jamais sorti. Face à cette tempête médiatique, Diams continue pourtant de performer à la télévision, sans dire un mot aux journalistes. Elle rappe ses chansons avec un grand sourire pour insister sur le fait qu'elle va bien, et que les médias ne reflétaient pas du tout la vérité sur sa vie. Et elle confiera dans son livre autobiographique qu'elle regrette profondément qu'on n'ait pas plus mis en avant le fait qu'elle aille mieux, et ça indépendamment de sa conversion à l'islam. Elle aurait aimé que les Français soient juste contents de voir qu'elle aurait pu très très mal finir quelques mois plus tôt, comme ça a été le cas pour de nombreuses célébrités avant elle qui n'ont pas su gérer le succès. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle s'est retirée de la musique à cause de la religion. C'est peut-être une des causes, mais c'est pas la principale. La principale, c'est surtout qu'elle a détesté la célébrité et le succès, qu'elle a été à un moment donné beaucoup trop médiatisée et qu'elle avait pas ni les épaules ni les armes pour affronter tout ça parce que elle allait vraiment pas bien de base. Au-delà de sa religion, c'était surtout une nécessité qu'elle arrête de faire ce métier. Elle donnera son dernier concert en décembre 2010 avant de descendre définitivement de l'estrade. Le 30 septembre 2012, Diams apparaît voilée pour la première fois dans une interview qu'elle donne à 7 à 8 sur TF1, où elle prend également pour la première fois la parole sur toute cette tornade médiatique. Elle en profite aussi pour annoncer la fin de sa carrière de rappeuse. Quelques semaines plus tard, elle publie un livre autobiographique dans lequel elle raconte tout. Je vous invite vraiment à le lire, il est hyper intéressant, on en apprend vraiment beaucoup sur sa vie, mais je trouve aussi que c'est un bel ouvrage qui parle de paix avant tout, et voilà, je vous invite sincèrement à aller le découvrir. Après il est sorti il y a quand même pas mal d'années, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui l'ont lu, mais pour ceux qui l'ont pas lu, foncez, c'est un super livre. Elle a dans les années qui ont suivi publié aussi un deuxième livre, mais c'est vrai que pendant 10 ans, on ne l'a plus vu. Ce n'est qu'en 2022, après avoir été sollicitée depuis des années pour faire un biopic, une série ou un film sur sa vie, qu'elle a décidé de prendre elle-même les devants et de réaliser elle-même un documentaire autobiographique qui s'appelle Salam. Ça signifie la paix, et ce documentaire retrace son parcours avec des témoignages de ses proches, et il met surtout en lumière ses actions avec la fondation Big Up Project. Elle accorde également une interview à Augustin Trapenard. Je renie pas mon passé, ça c'est sûr. Je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est je pense aussi parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connu, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire, que je pense que les gens qui m'ont vraiment aimé, ils ont décelé des souffrances, déjà à l'époque. Et il y en a plein qui disent, on s'est toujours demandé comment ça se terminerait. Est-ce que tu allais trouver des réponses à tes questions, ou est-ce que tu allais te foutre en l'air, en fait? Ça a toujours été ça. Moi, j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. C'est la seconde fois où on la voit voilée, et je le précise que c'est seulement la deuxième interview parce que on en a tellement entendu parler de tout ça à l'époque, ils en ont tellement fait un énorme truc les médias, qu'on a l'impression qu'elle est passée sur tous les plateaux télé pour se justifier pour ci pour ça, alors que pas du tout. Elle a pris 2 fois la parole sur ce sujet. Et c'est fou que dans l'inconscient collectif, le fait que les médias nous aient tellement bassinés avec qu'on ait l'impression qu'en fait c'est elle qui nous a saoulés avec, alors que pas du tout. Les médias se sont vraiment emballés tout seuls, et je pense qu'elle a payé très cher le fait de s'être engagée politiquement quelques années plus tôt, et qu'elle a subi un acharnement qui était non seulement disproportionné, mais surtout fait de plein d'amalgames et d'incompréhension. Aujourd'hui, elle mène une vie paisible, loin des projecteurs, consacrée à sa famille et à ses projets humanitaires. Elle travaille dans l'immobilier et dans l'architecture intérieure, donc plus rien à voir avec le monde de la musique, et elle a une présence discrète sur Instagram où elle en profite surtout pour mettre en lumière sa fondation. Les amis, on est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était dur parce que Diams, elle a une carrière qui est courte, mais très intense. Il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait plein de sujets à explorer, et j'ai pas pu aller en profondeur sur tout, j'espère que vous m'en voudrez pas, comme le fait que j'ai pas passé toutes ces musiques parce que elle a vraiment une discographie qui est énorme. J'ai essayé d'aller à l'essentiel et j'espère que ça vous aura plu. Je voulais remercier aussi encore une fois MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous aussi vous voulez faire votre arbre généalogique et retrouver la trace de vos ancêtres, vous pouvez le faire gratuitement grâce à mon lien en description, en commentaire épinglé et en scannant le QR code à l'écran. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.